Nous entamons la dernière leçon de cette année et elle sera consacrée aux sources et méthodes, à la série des sources et méthodes de l'histoire. Plus particulièrement, je vais traiter avec vous d'une discipline dite science auxiliaire de l'histoire qui est la numismatique. Alors c'est quoi la numismatique? C'est l'étude des monnaies anciennes. Pour commencer, quelques ouvrages très peu nombreux de bibliographie qui vous permettront, le cas échéant, d'approfondir la matière, et puis nous passerons au vif du sujet. Voilà. Alors, je commence tout d'abord par un ouvrage que je crois avoir déjà eu l'occasion de vous montrer, à savoir l'ouvrage de Jean-Nicolas Corvisier, Sources et méthodes en histoire ancienne, publié aux presses universitaires de France, sauf erreur de ma part, oui, dans la collection Premier cycle. Donc c'est destiné à des étudiants de votre âge, de première ou deuxième année, ici à l'université. Voilà. Alors dans cet ouvrage que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, il est question de des grandes sources et méthodes de l'histoire ancienne, à savoir l'archéologie, la philologie, la numismatique, en particulier, l'épigraphie également, qui a fait l'objet d'une leçon antérieure. Ensuite, d'Alain Bresson, L'économie de la Grèce des cités, tome 2, l'espace des échanges, chez Armand Collin. Alors, la partie consacrée aux monnaies grecques de l'époque classique se trouve aux pages 46 et suivantes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous y trouvez, page 47, le détail de la valeur des monnaies, en tout cas pour l'Athènes classique. Donc c'est un chapitre qui s'intitule « Monnaie-échange dans le monde des cités grecques ». Alors, pour l'époque hellénistique, donc non plus l'époque des cités, mais l'époque des royaumes issus de l'empire d'Alexandre le Grand, je vous conseille l'exposé très suggestif de Georges Le Rider, qui est le grand spécialiste de la numismatique de l'époque hellénistique, qui est en fait sa leçon inaugurale au Collège de France, qui date de 1994. Alors, un ouvrage qui est plus accessible, très bien documenté, ce sont les dossiers d'archéologie, numéro 248, novembre 1999, qui porte sur la numismatique grecque, romaine et celte. Voilà, alors dans ce très bel ouvrage, vous avez tous les sujets qui concernent l'histoire des monnaies anciennes. Je vous lis quelques titres d'articles. De l'épigraphie grecque à la numismatique, guerre et monnayage à l'époque hellénistique, la naissance du monnayage d'or en Gaule, les monnaies provinciales romaines, la monnaie et la crise du IIIe siècle, etc. Donc vous voyez, c'est un ouvrage très très bien documenté. Je vous montre quelques monnaies qui y figurent. Voilà. Et vous avez ceci donc à toutes les pages. Et enfin, mais je dirais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, vous avez l'ouvrage de Balázs Kaposi, Monnaie et médailles du musée d'histoire de Berne. J'aurais pu vous en apporter beaucoup d'autres catalogues, mais c'est simplement à titre d'exemple pour que vous sachiez. Alors voilà, je vous montre ici des pièces de monnaie, donc de l'Antiquité. L'objectif, vous aurez bien compris, est de vous montrer qu'il existe donc des outils qui permettent aux numismates, ou même pas aux numismates, à l'historien tout court, de pouvoir avoir
directement sous la main, mais dans des conditions particulières de recherche, bien sûr, des pièces de monnaie. En Belgique, plus particulièrement, vous pouvez aller au cabinet des monnaies qui se trouve à la bibliothèque royale Albert Ier, près de la Grand Place, boulevard de l'Empereur. Voilà. Alors, nous allons commencer maintenant par l'utilité, et ce sera l'introduction de mon propos, par l'utilité de la numismatique. Alors, à quoi sert la numismatique? A priori, quand on pense à la numismatique, on pense à une science d'érudits. On pense, vous savez, c'est comme les collectionneurs de timbres, il y en a qui collectionnent les pièces de monnaie, et on a plutôt l'impression d'un passe-temps un petit peu futile. Eh bien, pas du tout. Pour l'Antiquité grecque et romaine, c'est au contraire une science auxiliaire indispensable. Pourquoi? Tout d'abord parce que l'histoire du monnayage, l'histoire des monnaies, nous informe tout d'abord sur l'histoire des techniques. Parce que les pièces de monnaie sont elles-mêmes fabriquées à partir de machines ou d'outils, d'instruments très spécialisés. Ça, c'est la première chose. Effectivement, que ce soit pour couler ou que ce soit pour frapper une pièce de monnaie, il faut avoir la technique qui permet d'opérer cette transformation du métal dans une pièce qui va pouvoir être identifiée et qui va pouvoir être estampillée. Ça, c'est la première chose. Ensuite, et c'est le deuxième point important, l'histoire des monnaies nous informe d'une part sur l'histoire politique, mais aussi sur l'histoire de l'art. Pourquoi? Eh bien, parce que les pièces de monnaie peuvent nous informer directement sur les institutions qui ont émis ces pièces de monnaie. Il y a même, je prendrai le cas des cités grecques qui ne nous sont connues que grâce à leur monnaie. Donc, vous imaginez l'intérêt que l'histoire des monnaies, l'histoire du monnayage, peut avoir pour un historien. Alors, quand je dis l'institution qui a émis, il peut s'agir d'une république, il peut s'agir éventuellement d'un royaume, entre autres choses. Ensuite, sur les pièces de monnaie, vous trouvez des symboles qui peuvent représenter une divinité, qui peuvent représenter un monarque, et ceci nous informe non seulement sur l'histoire politique, sur l'histoire des symboles de l'État, ça nous informe également, éventuellement, sur l'histoire des religions, mais aussi sur l'histoire de l'art, parce que ces pièces de monnaie nous informent sur les modèles types que l'on avait dans l'Antiquité. D'ailleurs, certaines de ces pièces de monnaie nous informent éventuellement sur des œuvres qui ont disparu et qui n'existent plus. Par exemple, des statues. Enfin, troisième étape, ou plutôt troisième intérêt de l'histoire des monnaies, c'est bien entendu l'histoire économique. Je dirais que ce n'est pas le moindre des intérêts de la numismatique que de nous informer sur l'histoire économique. Bien entendu, les monnaies servent à l'échange. Et donc, ça nous informe directement sur l'histoire du commerce et sur les échanges dans l'Antiquité, en particulier sur le pourtour de la Méditerranée. Il est évident que lorsque l'on trouve sur des sites autour de la Méditerranée des pièces qui viennent d'un tout autre endroit, ça nous informe bien sûr sur les échanges commerciaux avec la cité ou la ville d'origine. Donc je répète, grand 1,
quel est l'intérêt? Ça va si je me mets ici? Voilà, grand 1. Donc, intérêt de l'histoire des monnaies. Je vous ai dit, il y a 1, l'histoire des techniques. Il y a 2, l'histoire politique et l'histoire de l'art. Et enfin, il y a 3, l'histoire économique. Bon. Maintenant, nous allons nous attacher tout à fait logiquement à un deuxième aspect de la numismatique qui est celui qui concerne l'origine de la monnaie. Origine qu'on peut mettre au pluriel. Alors, le mot origine peut être pris dans un double sens. Il peut s'agir des origines historiques, mais il peut également s'agir des causes. Pourquoi la monnaie a-t-elle été inventée? Alors, quelles sont les premières traces de monnaie que l'on trouve? Évidemment, poser ainsi le problème suppose que l'on a une définition précise de ce que c'est que la monnaie. Ce n'est peut-être pas la meilleure manière d'aborder le sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que la monnaie? La monnaie, c'est un instrument de paiement pour nous. Et vous savez que pour nous, je veux dire à l'époque contemporaine, la monnaie peut avoir plusieurs formes. Il y a tout d'abord la monnaie sonnante et trébuchante. Ce sont par exemple les pièces de, je ne sais pas, de 10 centimes, de 20 cents, de 50 cents, ou de 1 euro, 2 euros que vous avez dans votre porte-monnaie. Ça, ce sont donc ce que j'appelle la monnaie sonnante et trébuchante, faite à partir d'un métal. Et puis, vous avez également des billets à notre époque. Dans l'Antiquité, il n'y a que des pièces de monnaie. Il n'y a pas de billets. Les premiers billets de banque apparaissent en Angleterre à la fin du XVIIe siècle. Je dis bien billets de banque. Précédemment, depuis le Moyen-Âge, il y avait également ce que l'on appelait les lettres de change, qui sont un petit peu l'ancêtre des chèques, si vous voulez, mais ce n'était pas proprement parler des billets. Et puis au XVIIIe siècle, en France, à l'époque de la Régence, et puis surtout avec l'époque des assignats, pendant la Révolution française, on va arriver progressivement à la notion de billets de banque avec une monnaie, une valeur fixe qui est indiquée dessus. Et puis vous avez à l'heure actuelle, outre les monnaies sonnantes et trébuchantes et outre les billets, dans ces deux cas de figure, il s'agit d'instruments de paiement qui sont matériels, qui ont une forme matérielle, vous avez aussi la monnaie électronique. Vous êtes tout à fait habitué à cela maintenant. Vous utilisez des cartes de banque et automatiquement, quand vous formez votre code secret avec un banc contact, eh bien, votre compte se trouve, comment dirais-je, une certaine somme se trouve déduite, retirée de votre compte en banque. Tout ça, c'est donc de la monnaie électronique. Alors, il y a toutefois deux choses que je dois encore vous préciser. C'est que la monnaie peut avoir une valeur réelle, une valeur aussi intrinsèque. Alors, c'est quoi une valeur intrinsèque? Eh bien, c'est quand vous avez, par exemple, dans la main une pièce d'or et que cette pièce correspond à la valeur du métal lui-même. Je ne sais pas, imaginez que vous ayez un Napoléon ou un louis d'or, enfin que sais-je moi, eh bien, la pièce de monnaie, la valeur de cette pièce de monnaie, la valeur qui est inscrite dessus, ou pas, éventuellement, correspond à une vraie valeur en termes de métal précieux. Et puis, il y a des monnaies fiduciaires. Fiduciaire, ça vient d'un mot latin, fiducia, qui veut dire confiance. Donc les monnaies fiduciaires, ce sont des monnaies qui reposent sur la confiance
que l'on accorde à l'institution qui a émis la monnaie. Qu'il s'agisse d'ailleurs de pièces ou qu'il s'agisse de billets, parce que l'on a confiance. Et dans ce cas-là, prenez les billets de banque, vous vous rendez bien compte que le billet de banque que vous avez en main, eh bien, la valeur qui est indiquée dessus est nettement supérieure à la valeur papier, parce que ce papier, il ne vaut en somme pratiquement rien du tout. Oui, il y a eu un travail, on a dû penser les figures qui apparaissent dessus. C'est vrai qu'il y a un certain travail, parce que pour ne pas falsifier le billet de banque, vous savez que vous regardez dans la lumière, vous touchez, c'est pas neutre, c'est pas une simple feuille de papier. Donc il y a eu un travail là-dessus à la fabrication, ou en tout cas dans la conception. Donc, mais en toute hypothèse, quand il est indiqué, je ne sais pas moi, 100, 200 euros sur votre billet de banque, le billet de banque ne vaut pas 200 euros. Donc c'est-à-dire que vous faites confiance à l'institution qui a émis le billet et qui lui donne sa valeur. Donc la valeur n'est pas intrinsèque, il s'agit bien d'une valeur fiduciaire, donc basée sur la confiance. Même chose sur les pièces de monnaie. Vous pouvez avoir des pièces de monnaie dont la valeur correspond effectivement à ce que vous avez dans la main. Bien souvent, ça peut être inférieur. Une pièce de 2 euros ne coûte pas 2 euros à la fabrication, et le métal qui se trouve dedans ne vaut pas 2 euros. Maintenant, pour des petites pièces, peut-être que ça se rapproche de la valeur intrinsèque. On comprend. Voilà. Donc, origine de la monnaie, donc j'ai déjà fait une distinction entre les différents types de monnaie. Ça va? On peut le mettre éventuellement avec un S, mais ça ne me semble pas indispensable dans celle-ci. Ça va? Donc vous avez retenu monnaies qui ont une valeur intrinsèque et monnaies qui ont une valeur fiduciaire. Très très important. Alors maintenant, historiquement parlant, quand on remonte dans le temps, à partir de quel moment peut-on parler de monnaie? Alors il faut d'abord se mettre d'accord sur ce que c'est que la monnaie. Et puis on pourra dire, ben oui, il y a de la monnaie à partir de tel moment. Alors, il y a 3 conditions pour que l'on puisse parler de monnaie. Il faut d'abord donc définir ce que c'est que la monnaie. Alors la monnaie se définit tout d'abord par quoi? Elle se définit tout d'abord par un poids. Alors, le poids lui-même détermine l'étalon. Donc, quand on parle d'étalon monétaire, eh bien, on dit par exemple, cette pièce pèse, allez, je dis une somme, 50 grammes ou 20 grammes. Ça, c'est le poids. Donc, l'étalon sur lequel tous les ateliers monétaires de l'institution émettrice, par exemple l'Empire romain, vont se mettre d'accord sur l'étalon, sur le poids. Alors, il est évident que vous pouvez avoir des monnaies qui possèdent un métal différent. Alors, vous pouvez avoir des monnaies dans l'Antiquité, des monnaies de cuivre, des monnaies de bronze, des monnaies d'argent et des monnaies d'or. Je vais du métal le plus vil vers le métal le plus précieux. Ensuite, il faut, deuxième condition pour que l'on ait une monnaie, que la proportion de métal précieux par rapport à un métal plus vil soit bien fixée. Donc c'est ce qu'on appelle le titre du métal. Alors le titre du métal, ça s'appelle l'aloi. Quand on dit une pièce de bonne aloi, c'est-à-dire une pièce dont on peut garantir
la proportion de métal précieux par rapport au métal vil. Parce qu'on a confiance dans l'institution émettrice. Maintenant, pour pouvoir tout à fait sûr sur la loi, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, dans l'Antiquité, déjà, il fallait s'assurer. Ce n'est pas parce qu'une pièce est dorée que c'est de l'or. Vous savez très bien que on peut avoir une surface, vous avez déjà vu des pièces en chocolat recouvertes de papier aluminium, si je puis dire. Non, ce n'est pas des pièces en or. Peut-être les enfants vont peut-être le croire dans un premier temps. De toute façon, ce qui les intéresse, ce n'est pas le papier qui est au-dessus, c'est le chocolat qui est à l'intérieur la plupart du temps. Voilà. Et donc, on pouvait utiliser, par exemple, du gyste ou du schiste. Et donc, celui qui voulait vérifier, je dis bien dans l'Antiquité, frottait. Et donc la marque qui apparaissait sur le schiste était différente en fonction de la loi, c'est-à-dire la proportion de métal précieux par rapport au métal vil. On pouvait tout de suite se rendre compte s'il y avait, par exemple, beaucoup d'argent ou peu d'argent d'après la trace qui apparaissait sur le schiste. Évidemment, n'importe qui ne pourrait pas le savoir, il faut bien regarder avec un œil très très attentif. Mais d'après les griffes qui vont apparaître, on peut dire, ça c'est vraiment de l'or, je ne sais pas, on peut dire 18 carats ou 12 carats ou 5 carats, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça peut se déterminer d'après les traces qui vont se trouver sur le schiste. Donc ici c'est le titre, c'est-à-dire la proportion de métal précieux par rapport au métal. Mais il y a une troisième condition pour avoir une pièce de monnaie, je dirais. Il ne suffit pas de se mettre d'accord sur un poids déterminé. Il ne suffit pas non plus de se mettre d'accord sur la loi, c'est-à-dire la proportion de métal vil et de métal précieux. Et ici, je peux peut-être ajouter encore quelque chose, c'est que dans l'Antiquité, en tout cas par exemple en Grèce, eh bien, dans une pièce en bronze, il y avait 85% de cuivre et 15% d'étain. Vous savez que le bronze est un alliage entre deux métaux. Le bronze n'existe pas à l'état pur dans la nature. C'est un mélange qui résulte de la fusion entre du cuivre et de l'étain. Chez les Romains, eh bien, on va diminuer la proportion de cuivre, qui va être souvent de 70, donc on va passer de 85 à 70. L'étain va souvent passer de 15 à 8%. Et alors vous allez dire, oui, mais si on fait 70 plus 8, ça fait 78. Donc il en reste 12. Non, 22 même, si je calcule bien. Et les 22 restants, c'est quoi? C'est du plomb. Donc vous voyez que pour diminuer, parce que ça coûte trop cher, plutôt que d'avoir, parce que ça sert de rien, mais 15% de différence de cuivre sur une ou deux pièces, ça change rien, mais quand vous émettez des milliers de pièces, eh bien vous récoltez chaque fois 15% de discount, si vous voulez. Et donc ça peut faire des sommes très importantes. Donc vous voyez que les Romains, ils ne trichent pas, parce que c'était tout à fait connu. Mais donc, ils négocient, si vous voulez, intellectuellement, la proportion de métal vil et de métal plus cher. Voilà. Mais alors, il y avait une troisième condition, évidemment. C'est l'estampillage, l'estampille. Alors, c'est quoi l'estampille? Eh bien, c'est la marque de fabrique. Il ne suffit pas d'avoir un morceau d'or, d'argent ou de bronze pour dire que c'est une pièce de monnaie. Il faut encore savoir quelle est la proportion, je vous l'ai dit ici, de métal vil et de métal précieux, mais encore faut-il une marque. Et c'est la marque de l'institution émettrice qui va garantir la valeur de la pièce de monnaie. Donc il faut ces trois éléments-ci. Si vous n'avez pas ces trois éléments-là, vous n'avez pas de la monnaie. Donc ici, il faut être d'accord sur ces trois éléments qui permettent de garantir. Alors maintenant, on va essayer de remonter dans le temps. Alors si on remonte dans le temps, on trouve déjà au 3e et au 2e millénaire, en Égypte et en Mésopotamie, des instruments de paiement qui ne sont pas encore de la monnaie, mais qui
qui sont de la pré-monnaie, à une époque où l'on pratique encore le troc. Le troc, vous savez ce que c'est un paiement en nature. Alors, c'est quoi en fait cette pré-monnaie? Eh bien, c'est que pour pouvoir payer, on va calculer, et on le trouve en particulier dans les textes homériques, des instruments de paiement qui peuvent être des haches ou des chaudrons. Ça apparaît en tout cas chez Homère, des haches et des chaudrons. Et pour trouver un équivalent, eh bien, plutôt que de dire, puisqu'on n'a pas encore la monnaie apparaît au 7e siècle, au milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien, on va dire, eh bien, je te donne ce cheval contre autre chose qui vaut autant de chaudrons ou autant de haches. Et si vous voulez, ce sont les haches et les chaudrons qui servent de lien, de moyen, d'outil d'équivalence entre le cheval, d'une part, et le bien que l'on veut échanger avec le cheval. C'est une unité prémonétaire. Ce sont des unités prémonétaires. Vous pouvez utiliser ça, vous pouvez utiliser également, je ne sais pas, tout autre bien qui est relativement rare, et non seulement il doit être rare, mais il doit être... il faut que tout le monde se mette d'accord dessus. Donc il faut en général que ce soit un bien qui appartienne, je dirais, à la vie matérielle des gens. Entendu? Alors, quand on avance dans le temps, c'est-à-dire quand on va vers le premier millénaire avant Jésus-Christ, eh bien, à cette époque-là, les échanges vont s'intensifier, en tout cas après les invasions des peuples de la mer, dans le bassin oriental de la Méditerranée, après les âges obscurs que nous avons étudiés dans une leçon antérieure, qui se termine à la fin du 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc à partir du 8e siècle, les échanges, en tout cas dans le monde grec, reprennent. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va... C'est la deuxième phase de la colonisation grecque, 8e, 7e siècle, 7e siècle surtout. Des colonies vont être créées, et donc il va falloir trouver un système qui permette quoi? Eh bien, un système qui permette, en tout cas, d'échanger des biens, en particulier pour ceux qui font de la navigation à grande distance. Quand des marins partent, enfin des commerçants plus exactement, partent sur des bateaux, des négociants partent de Grèce en Italie, par exemple, ou de Grèce en Égypte, et ils font des colonies, ou même ils ne font pas de colonies, mais en tout cas commerce avec les populations locales, avec les populations indigènes, ils partent avec un bien quelconque, je dirais par exemple de la céramique, de la poterie, leur navire est plein quand ils partent, mais vous savez que pour un marin, il y a toujours le problème du fret de retour qui se pose. Un navire ne circule pas, ne navigue pas à vide. C'est même une des raisons, vous savez, du fameux commerce triangulaire au moment des grandes invasions, où on part d'Europe avec des pacotilles de Nantes, de Bordeaux, par exemple. On part vers l'Afrique, on vend aux chefs indigènes ces pacotilles contre des esclaves, donc on remplit à nouveau les cales qui ont été vidées de leurs pacotilles par des êtres humains. On va vendre ces êtres humains au Brésil, dans les petites ou dans les grandes Antilles, par exemple. Et surtout, là, on vide les cales de cette marchandise humaine, du bois d'ébène, comme on disait à l'époque, et une fois que c'est fait, eh bien, on va recharger le navire avec les produits coloniaux, du sucre, du café, du cacao, que sais-je, du coton. Et puis on repart avec les cales pleines jusque Londres, Amsterdam, je vous ai dit Bordeaux, enfin que sais-je, peu importe. Voilà. Et donc vous voyez, dans ce commerce anglais, il y a toujours quelque chose dans la cale. À partir du moment où vous disposez de monnaie, vous pouvez non seulement racheter
sur place des biens et revenir avec des cales pleines tout en gardant le bénéfice. Parce que vous dites on vient avec les cales pleines, ça s'appellera du troc, vous allez dire. On a échangé un bien en nature, on a un autre bien en nature. Hein? Eh bien là, non. Le bénéfice que vous aurez fait sur place, vous l'avez transformé en monnaie. La monnaie prend évidemment beaucoup moins de place, hein, que les biens, hein, que vous aviez transportés. Et donc, c'est la différence. Dans vos cas, vous aurez non seulement les biens que vous aurez éventuellement achetés sur place, même certainement, puisqu'on ne revient jamais à vie, mais en plus de ça, le surplus aura été transformé en monnaie, et la monnaie est évidemment beaucoup plus facilement transportable. C'est beaucoup plus mobile. Entendu? Donc ça, c'est une des raisons de la naissance de la monnaie. Une des raisons de la naissance de la monnaie. Ce qui est sûr, c'est que la monnaie, au sens classique du terme, c'est-à-dire répondant aux trois conditions que j'ai mentionnées au tableau, eh bien, la monnaie apparaît, ou plutôt est inventée, au milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc vous mettez que avant 650, c'est pas possible de dater à la décennie près, bien entendu, mais avant, en gros, pour vous donner une date ronde 650, il n'y a pas de monnaie qui réponde à la définition comprenant les trois critères qui se trouvent au tableau. Et cette monnaie apparaît où? Elle apparaît en Asie mineure, donc ce qui correspond à la Turquie actuelle, et la légende raconte, hein, que ce serait donc le roi Crésus, le roi de Lydie, hein, qui aurait inventé la monnaie. Il en reste d'ailleurs une trace dans une légende, on trouve ça dans les Métamorphoses d'Ovide, hein, ce poète latin, qui parle de la légende du roi Midas, hein, qui n'est rien d'autre qu'une parabole autour du roi Crésus, hein, qui transformait en or tout ce qu'il touchait. Évidemment, ça conduit à un drame familial, on peut l'imaginer, puisque c'était son vœu que tout ce qu'il toucha devienne de l'or. Évidemment, je crois que c'est son propre enfant qu'il va toucher et qui va se transformer en or. Donc, vous voyez, c'est évidemment une leçon morale qu'il faut tirer de ce péché qui est celui de la cupidité. Voilà. Alors, maintenant, comment fabrique-t-on les pièces de monnaie? Alors, il y a deux systèmes possibles. Oui, ici, je vais encore mettre évidemment origine, spatio-temporelle. C'est ce que je viens d'énoncer. Parce qu'à partir de l'Asie mineure, ça va se répandre rapidement dans le monde grec. Au 6e et au 5e siècle, la monnaie est devenue très fréquente. Pour le monde romain, il faudra attendre plus tard, j'y reviendrai, il faudra attendre le début du 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc il faut au moins compter 250 ans de retard pour la création de la monnaie à Rome par rapport au monde grec. Voilà. Alors 3 maintenant. Ça va? Je dois baisser un peu le tableau. Voilà, 3. Alors, la fabrication de la monnaie. Alors, il y a deux moyens de fabriquer de la monnaie. On peut la couler, alors il faut avoir un moule. L'inconvénient, c'est que vous allez perdre du métal lors du coulage. Et il y a un deuxième moyen, c'est celui qui va être appliqué le plus fréquemment et qui va s'imposer, même s'il y a encore des monnaies qui seront coulées dans l'Empire romain, qui va s'imposer, c'est la frappe. Donc là, on ne coule plus dans un moule, on frappe le métal. On le frappe comme un forgeron, hein, quand il est en train de frapper une épée. Hein, ben, là, ça peut être coulé préalablement, mais il va devoir tac,
taper sur les côtés pour essayer d'en faire quelque chose et puis la polir. Enfin, il y a toute une série d'exercices quand il s'agit de fabriquer des pièces. Ici, dans le cadre des pièces de monnaie. Alors, ça va peut-être vous frapper, c'est le cas de le dire, vous étonner certainement, c'est que la forme de la pièce n'a pas d'importance dans l'Antiquité. Nous, quand nous superposons l'une sur l'autre des pièces de 2 €, eh bien, vous aurez un parfait cylindre. Vous êtes d'accord? Tandis que dans l'Antiquité, les pièces de monnaie n'avaient pas de forme a priori fixée. Donc c'est comme ça que vous pouvez avoir des drachmes athéniennes qui n'ont pas exactement au millimètre près la même dimension. Et ce n'est pas dû à l'usure, comme on pourrait penser. On pourrait dire, ben oui, on les a tellement utilisés que bon, finalement, hein, les côtés se sont un petit peu érodés. Non, enfin, c'est l'usure, quoi. Non, c'est pas du tout ça. C'est que quand vous frappez, ben, théoriquement, vous frappez avec la même force, mais la pièce peut à la limite être un petit peu carrée, un petit peu ronde, un petit peu ovale. Ça n'a aucune importance, parce que la seule chose qui compte dans l'Antiquité, c'est le poids, c'est la loi et c'est l'estampille. Si ça pèse, si une pièce d'une drachme, ou par exemple l'as romain, le sesterce, le denier romain, eh bien, si ça pèse le bon poids, que c'est le bon aloi, donc l'alliage, la proportion de métal précieux par rapport au métal gris, et que l'estampille s'y trouve, c'est bon, même s'il y a 1,5 millimètre qui est plus grand, ça n'a aucune importance dans l'Antiquité. Donc si vous superposez des pièces de monnaie de l'Antiquité l'une sur l'autre, ne vous étonnez pas qu'elle n'ait pas la... Ça n'avait aucune importance pour eux. Ce qui comptait, c'était ces 3 conditions-là. Voilà. Bon, alors, quand on frappe, alors on calculait qu'il fallait pratiquement frapper 7 pièces à la minute, hein, parce qu'on a retrouvé des ateliers monétaires qui fait plus ou moins 400 pièces à l'heure. Voilà, 400 pièces à l'heure. Vous imaginez que quand on frappe comme ça, hein, donc 7 c'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps. Parce que ce n'est pas des machines comme à l'heure actuelle, hein, la Banque nationale de Belgique qui produisent des euros là, à quantité grand V, c'est pas ça. Donc, on peut imaginer qu'à certains moments, ça dérape un petit peu, ou que la frappe n'est pas assez forte. Et que celui qui est le monnayeur doit frapper une deuxième fois. Mais quand vous tapez une deuxième fois, ce sera peut-être plus tout à fait au même endroit. C'est pour ça qu'on dit que ces pièces-là sont tréflées. Parce qu'on va avoir un petit brouillage. Donc, ça veut, vous comprenez que sur une pièce, on dit, mais enfin, on a l'impression de voir un peu double, là, vous savez. Hein, que tout on voit que c'était tapé une première fois, et puis qu'il y a un petit décalage. Voilà, donc on voit 2 fois. Alors, on se dit, mais c'est bizarre, c'est une fausse pièce, pas du tout. Vous pouvez avoir, et ça, c'est 2 fois, on a frappé 2 fois successivement, il y a un petit décalage, hein, ça a dérapé, si vous voulez. Mais vous pouvez avoir également des pièces qui ne sont pas fausses, mais que l'on a refrappé, c'est-à-dire que puisqu'il compte ici c'est le poids et le titre, on peut avoir estampillé, quand on n'a pas assez de métal sous la main, une pièce déjà existante par une nouvelle estampille, mais qui est différente. Donc, je ne sais pas, imaginez, vous avez la tête d'Apollon, et puis on tape plus fort en espérant écraser le reste, et on frappe la tête d'Athéna. Et ce n'est pas la même valeur, enfin c'est la même valeur, mais simplement, on a changé, et c'est quand même une vraie pièce, hein, c'est pas un faux monnayeur qui a travaillé là-dessus. On peut avoir décidé, hein, voilà. Vous avez bien compris la fabrication de la pièce de monnaie, donc il y a tout un vocabulaire spécifique au numismate, il parle de pièces tréflées, il parle de contre-marques, de marques, etc. Bon. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la partie que vous regardez, hein, en tout cas, évidemment, une pièce, ça se retourne, hein, donc vous pouvez avoir un côté ou l'autre. Mais il y a une partie, disons, qu'on appellera le dessus par convention, ça pourrait être le dessous si vous tournez la pièce, on appellera ça le droit. Le droit. Ce qu'on appellera aussi l'avers, si vous voulez. Vous avez le droit, et de l'autre côté, c'est le revers. Si vous regardez une pièce d'1 euro, 2 euros, vous voyez, c'est la même chose. Alors, ces pièces, quand elles sont dans un sens ou dans l'autre, c'est un terme qu'on utilise, hein, il faut se mettre d'accord. Hein, alors,
Chez les Grecs, la partie que l'on appelle le droit, D-O-R-T, est toujours frappée avec la figure d'une divinité. Je dis dans la Grèce des cités, c'est-à-dire avant la période hellénistique. Donc, en gros, 6e, 5e, 4e siècle, pendant 3 siècles. Ça va? Vous avez d'un côté la divinité. Et quand vous prenez le revers, alors là, vous avez le symbole de la cité qui a émis la monnaie, la pièce de monnaie. Donc, vous avez bien retenu, hein, dans la Grèce des cités. Donc, à l'époque, dans le monde grec classique, pas dans le monde grec hellénistique, ça c'est à partir d'Alexandre le Grand. Prenez l'exemple sans doute le plus connu. Dans le cas de la drachme athénienne, la drachme, c'était les pièces de monnaie qui avaient cours en Grèce jusqu'en 2002. D'ailleurs, il y a certains Grecs qui voudraient revenir à la drachme et supprimer l'euro, vu les problèmes énormes que la Grèce a à l'heure actuelle. Eh bien, au droit, qu'on appellerait l'avers, au droit, vous avez Athéna, avec son fameux casque, hein, puisqu'elle était la déesse de l'intelligence de la guerre. Hein. Et si vous prenez le revers, et ça vous connaissez très certainement, vous avez la chouette. Hein, la chouette. Alors cette chouette, est-ce que vous savez pourquoi à Athènes on a choisi la chouette? J'ai déjà expliqué un jour, je crois. Vous vous en souvenez? Me dites-le. Par exemple, Isaline. Parce qu'avec ses yeux, comme la chouette voit la nuit, et puis aussi peut se retourner la tête, elle voit tout. C'est ça, en fait, c'est parce que la chouette, effectivement, hein, on la voit d'ailleurs apparaître avec de grands yeux hein, sur le revers des pièces de monnaie, c'est l'animal préféré, c'est le symbole d'Athéna, parce que Athéna, c'est la déesse de l'intelligence, et c'est l'animal qui voit même dans l'obscurité, comme tu viens de le dire très très justement. Hein? Et alors, à côté, et ça je vais peut-être l'écrire au tableau, je vais aller sur ce tableau-là, si c'est possible. Oui. Alors, donc, je vous représente le revers d'une drachme. Ici, je l'ai fait circulaire, mais vous n'aurez jamais des pièces aussi circulaires à Athènes. Hein. Ici, vous avez donc la chouette, je dessine très mal. Hein. Alors ici, ça c'est la chouette, avec ses grands yeux. Ça va, ici. Alors, il y a souvent un laurier qui est aussi un symbole d'Athéna. Et alors ici, vous avez peut-être déjà vu ça, vous avez ces 3 lettres-là. Alors, je les réécris à l'endroit, hein, ça va? Donc, ce sont 3 lettres grecques, on voit. Donc, c'est alpha, theta et epsilon. Alors on croit que ça veut dire Athéna, mais à Athènes, vous savez que c'est la cité des citoyens athéniens. Donc, qui est l'autorité souveraine à Athènes? C'est pas un monarque, c'est pas un roi, c'est pas un empereur, c'est pas un président de la République. C'est qui? C'est l'ensemble des citoyens qui participent à l'Ecclésia, c'est-à-dire à l'Assemblée. C'est une démocratie directe. Donc, ces 3 lettres-là que vous voyez ne signifient pas Athénaï ou Athénaï, c'est-à-dire Athènes. Non, c'est Athénaïoi. Athénaïoi, ça veut dire les Athéniens. En fait, c'est l'abréviation de ceci. Alpha, theta. Donc, theta, c'était H. Ça va? Alors, vous avez theta. Alors, ici, vous avez eta. Ah, qu'est-ce que je dis? Oui, alors. Voilà.
iota, theta, eta, nu, alpha, omicron et iota. C'est Athénaioi. Là-bas, ça veut dire les citoyens athéniens. Ah, j'ai oublié un epsilon, itina, ioi, excusez-moi. Voilà. Ok. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Béotie, qui est cette région, je me remets ici, la Béotie, qui est cette région qui se trouve à l'ouest de l'Attique, donc ce n'est pas dans le Péloponnèse, hein, donc c'est déjà dans la partie plus continentale. Donc, il y avait de nombreuses cités là. Et comme ces cités, elles s'échangeaient beaucoup entre elles, elles se sont mises d'accord pour que, eh bien, sur le droit, il y ait la même divinité, non, sur le droit, il y ait la même divinité, et au revers, là, vous aviez le symbole de chacune des cités concernées. Ça vous fait penser à quoi, ça? Ouais. Mais oui, c'est ça. Pour l'euro, vous avez sur le droit, il est partout marqué 2 euros, et c'est le même symbole. Et si vous retournez votre pièce de 1 ou de 2 euros, vous allez chaque fois avoir un symbole différent qui correspond à n'importe quel, en tout cas à l'institution qui a émis la pièce de monnaie, mais qui a peut-être beaucoup voyagé quand elle arrive chez vous. Et c'est comme ça que dans votre porte-monnaie, hein, vous aurez au revers de vos pièces de monnaie, à certains endroits, vous aurez peut-être la tête du roi d'Espagne, à d'autres endroits, la tête de la reine de Hollande ou du roi des Belges. Hein, et c'est comme ça que vous avez des pièces de monnaie qui sont très diverses quand sur leur revers, alors que sur le droit, sur l'avers, elles ont toutes la même estampille. Donc vous voyez que les Béotiens ont inventé le concept déjà de l'unité dans la diversité, ou de la diversité dans l'unité, peu importe. Hein? Bon, c'est intéressant ça. Alors, je réfléchis un petit peu. Quels sont le problème? C'est que quand vous avez une pièce de monnaie, quand on a inventé les pièces de monnaie, le problème, c'est que très rapidement, vous aviez une monnaie. Mais quand vous achetez un produit, vous savez très bien que ça ne correspond pas exactement à la pièce de monnaie que vous avez devant vous, vous allez donner au vendeur. Donc il a fallu inventer des monnaies divisionnaires, des subdivisions, pour pouvoir rendre la monnaie. Et c'est comme ça que Aristote explique dans un de ses traités que la monnaie a d'abord une origine commerciale à ses yeux, mais aussi une origine éthique. C'est que la monnaie permet, dit-il dans son texte, de redistribuer de l'argent qui vient des riches vers les pauvres. C'est une explication que lui donne. Mais à côté de ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la monnaie n'a pas seulement une origine, en tout cas aux yeux d'Aristote, commerciale et éthique, mais pour certains auteurs aussi, la monnaie a une origine également politique. Parce que théoriquement, votre pièce de monnaie n'a de valeur que sur le territoire de la cité qui a émis cette même monnaie. Donc c'est une manière de déterminer aussi son territoire. Vous savez, c'est comme les chats, quand ils arrivent quelque part, ils marquent leur territoire en pissant aux 4 coins du jardin. Eh bien, c'est une manière de montrer qu'on est dans ce territoire-là. Et d'ailleurs, ce qui prouve, vous savez comment on dit la loi en grec, c'est nomos. Hein, c'est nomos. Eh bien, la monnaie en grec, ça se dit nomisma. Nomisma. Donc ça veut dire, c'est ce qui est, c'est l'aspect matériel de la loi, nomisma. Alors, quelle est la monnaie utilisée à Athènes? Je vous ai parlé de drachme tout à l'heure, mais il faut savoir qu'au-dessus de
la drachme, il y a le talent. Vous connaissez peut-être la parabole des talents dans les évangiles. Hein? Non? Les talents, ça n'a rien à voir avec les qualités d'un individu. Les talents, c'est de la monnaie. Alors, un talent, alors à l'origine, ça valait, comment dirais-je, ça a valu des valeurs différentes, mais très rapidement, on s'est mis d'accord pour que le talent corresponde à 60 mines. Ça va? Et chaque mine correspond à 100 drachmes. Ça va? À 100 drachmes. Donc, 60 mines correspondent donc à 6000 drachmes. Drachme est un mot féminin. Et dans chaque drachme, il y a 6 oboles, donc équivaut à 36 000 oboles. Ça va? Donc ici, la drachme comprend 6 oboles. Une mille comprend 100 drachmes. Voilà. Donc, quand dans les textes que vous étudiez, ou que vous allez trouver dans les manuels, mais quand on vous parle de talent, vous pouvez vous dire que c'est une somme très très importante. Ça va? Quand on parle de drachme, ça c'est la monnaie qu'on utilise, c'est l'équivalent, pour faire simple, de l'euro, des francs, voilà. Ça va? Les drachmes. Alors il peut y avoir des monnaies très fréquentes, c'est les tétradrachmes, qui va donc 4 drachmes. Ça va? Donc, si vous voulez savoir combien il y a de tétradrachmes dans 60 000, c'est 1500, bien entendu. Hein? Ça, c'est pas pour vous faire des calculs avec vous. Hein, mais ce sont des tétras, qui veut dire 4, tétradrachmes. C'est une monnaie très fréquente. Voilà. Alors on va peut-être voir maintenant ce qui se passe du côté des Romains. Parce qu'ici j'étais chez les Grecs. On va voir ce qui se passe du côté des Romains. Oui, on va peut-être terminer avec les... J'étais dans la Grèce de Cité, on va peut-être passer maintenant à la Grèce, au monde grec hellénistique, oui, parce que sinon j'aurais été incomplet. Alors à l'époque hellénistique, là vous savez qu'on passe d'un système de république, des républiques démocratiques ou aristocratiques, peu importe, mais ce sont des républiques, à un système où dorénavant ce ne sont plus des cités qui partagent le territoire du monde grec, et je vous ai dit qu'il y en avait eu près de 200 des cités sur le pourtour de la Méditerranée, un système où dorénavant vous avez des royaumes dirigés par des monarques. Alors, déjà à l'époque de Philippe Ier, au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, Philippe Ier de Macédoine, il a introduit aussi les pièces de monnaie. Un de ses descendants, enfin un de ses successeurs plus exactement, Philippe II, au milieu du IVe siècle, va utiliser également des pièces de monnaie. Il ne se représente pas lui-même, parce que vous savez qu'il était borgne, donc il aurait peut-être pas, il aurait dû trouver le bon profil, pourquoi pas finalement, il pouvait avoir le bon profil. Hein. Mais sur le droit, il va utiliser la tête d'Apollon. Son fils, Alexandre II, qui est en fait Alexandre le Grand, hein, qui va conquérir une grande partie de l'Asie, lui va remplacer Apollon par Athéna. Et c'est plus tard que, d'ailleurs, les pièces de monnaie qui sont utilisées depuis Philippe Ier, donc depuis la première moitié du 5e siècle, s'appellent des Philippes, et à partir d'Alexandre le Grand, on va parler des Alexandres. À ce moment-là, c'est le nom des pays. Quand on parle de Napoléon, hein, ou de Louis, des Louis d'or, hein, on porte directement le nom du souverain. Mais alors, au IIIe et au IIe siècle avant Jésus-Christ, les monarques hellénistiques vont eux-mêmes frapper monnaie avec leur propre tête. Ça va? Que ce soit en particulier chez les Séleucides. Voilà. Alors maintenant,
on peut vraiment passer donc au monde romain. Alors dans le monde romain, l'origine liée, je dirais, à leur mode de vie traditionnel est évidente dans la création de la monnaie. Je vous ai déjà dit, dans d'autres cours, que toute une série de mots de notre vocabulaire courant attestent l'origine de la monnaie qui était d'abord libellée en équivalent de tête de bétail. Vous vous souvenez ça? Je vous ai dit ça, je ne sais plus à quel moment dans mon cours antérieur. C'est comme ça que chez les Grecs, vous vous souvenez, nomos, la loi a donné nomisma. Qui a donné numismatique d'ailleurs, numismatique, l'étude des pièces de monnaie. Tandis que chez les Romains, vous avez le mot pecunia, le mot pecunia qui veut dire troupeau, en fait, qui est lié au troupeau, à l'élevage. Pecus, c'est l'animal lui-même, pecus. Le troupeau, plus exactement. D'ailleurs, à l'heure actuelle, si vous entendez quelqu'un qui parle de vulgus pecus, c'est-à-dire pour le troupeau du peuple, c'est assez méprisant, évidemment. C'est pour dire que tout le monde ne comprend pas, évidemment, le langage des élites, des intellectuels ou des hommes politiques. C'est très méprisant comme expression. Eh bien, à l'origine, on voit qu'à Rome, donc dans la première moitié, et même au-delà, du premier millénaire avant Jésus-Christ, on utilise des plaques de bronze. Et on voit que ces plaques de bronze ont souvent la forme d'une peau de bête, comment dirais-je, que l'on aurait écorchée et que l'on aurait mis à plat. Vous savez, comme le symbole pour le cuir. Voilà. Ce qui prouve bien que l'étalon de référence, qui est en bronze, vient bien de ce vocabulaire lié à l'élevage. Mais souvenez-vous, ce que je vous ai dit la semaine passée, ça a pu tromper un certain nombre d'historiens qui ont cru, avant que des découvertes archéologiques aient pu être faites depuis une trentaine d'années, qui prouvent que les Romains des origines, de l'époque de la royauté étrusque ou latine, étaient avant tout des agriculteurs avant des éleveurs. Donc vous voyez que ça a conduit à certaines confusions. Alors, donc le mot pecus, pecunia a donné le mot pécuniaire en français. Un autre mot qui vient du latin, c'est le mot capital. Le mot capital vient d'un mot latin qui est caput, au pluriel capita, un autre pluriel, capita, qui veut dire les têtes de bétail. Ça va? Alors, le bronze, ces plaques de bronze ne sont pas encore des pièces de monnaie, on est dans une économie de type pré-monétaire, parce qu'il faut que ce soit estampillé, comme je vous l'ai dit, qu'il y ait la loi et les talents. Les trois conditions sont pareilles. Les premières pièces de monnaie qui apparaissent, tenez-vous bien, c'est très tardif, c'est à l'extrême fin du IVe siècle, début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc pratiquement, au moment où Rome, on est juste avant les guerres puniques, où Rome va se lancer à la conquête de la Méditerranée. C'est un petit peu logique, vous devez vous dire que dans les premiers siècles de l'histoire de Rome, entre le milieu du 8e siècle et la fin du 4e siècle, Rome vit relativement repliée sur elle-même, c'est un tout petit territoire. À partir du moment où Rome va faire du commerce à longue échelle, à partir de ce moment-là, elle aura besoin d'instruments de paiement. Donc la première monnaie, ce sera le bronze. Alors, cette première monnaie, alors là, s'appelle l'as. On l'appelle l'as libral. L'as libral. Alors, pourquoi libral? As, c'est le nom de la monnaie. Ça va? En bronze. Ça va? Je dis bien, c'est du bronze. Oui, je ne vous ai pas dit ici que la drachme était en argent. Et pourquoi drachme en argent? L'argent vient d'où? On l'a vu la semaine passée. En Grèce. On a vu lors de l'interrogation. C'est une question que je vais poser à Marie.
Bien, l'argent, il vient des mines du Laurion. Vous vous souvenez de Laurion? L-A-U-R-I-O-N. Quand on a parlé de l'esclavage, la semaine passée, chez les Grecs. Ça va? Les fameuses mines du Laurion, où il y avait des milliers d'esclaves qui travaillaient là. Alors, l'as libral, donc l'as est en bronze. Pourquoi libral? Parce qu'en fait, cette monnaie en bronze correspond à une livre. Et la livre romaine, donc la livre romaine, c'est pas la livre de beurre. Hein. Chez nous, la livre de beurre, c'est 500 grammes. Vous êtes d'accord quand vous demandez une livre? D'accord. Eh bien, la livre romaine, elle, correspond, si mes souvenirs sont bons, c'est 327 grammes, je crois. Donc, en gros, un tiers d'un kilo. Approximativement, le tiers d'un kilo. Ça va? Donc, c'est pour ça qu'on parle d'as libral. Cette monnaie de bronze correspond exactement à 325 grammes, ce qui n'est pas si peu que ça, c'est quand même assez lourd. Hein. D'accord? C'est pas une pièce de 1 centime d'euro, vous êtes bien là, quoi, hein, 300 grammes pour une pièce de monnaie, ben voilà, ça ce sont les premières pièces de monnaie. Et puis à un moment donné, ben, on s'est dit, ben, on a dû réviser, le commerce devient de plus important, etc. Et puis alors on est passé à un système où on a inventé le denier. Alors le denier, lui, il n'est plus en bronze, il est en argent. Alors combien de deniers fallait-il? Ben, une dizaine de deniers. Il fallait 10 deniers. Donc 10 deniers correspondent à donc... excusez-moi, c'est le contraire. Il est bêtise ici. Donc c'est le contraire, puisque le denier est supérieur. Donc un denier correspond, alors ici, je supprime l'égalité ici, je le mets en dessous, comme ça c'est tout à fait clair, correspond à 10 as, ben, je vais le mettre au pluriel, alors je vais dire 10 gros. Ça va? Un denier d'argent égale 10 as 6 gros. Et finalement, à l'époque de la République, mais plus tardive, au IIe siècle avant Jésus-Christ, il a fallu, à l'époque des Gracques, des frères Gracques, vous vous souvenez? Dernier tiers du IIe siècle avant Jésus-Christ. Je répète, dernier tiers du IIe siècle avant Jésus-Christ. Là, on s'est mis sur une équivalence qui va durer pendant plus de 4 siècles, tenez-vous bien, 4 siècles, jusqu'au début, en gros jusqu'à Dioclétien. Donc des Gracques jusqu'à Dioclétien, c'est-à-dire du dernier tiers du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à Dioclétien. Dioclétien, vous vous souvenez, c'est le dernier quart du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et bien donc pendant pratiquement 4 siècles, on va arriver à une équivalence non plus de 1 à 10, mais de 1 à 16. 1 à 16. Donc ça veut dire qu'un denier sera équivalent à 16 as. On va peu dire du à ce moment-là, parce que ça ne correspond plus du tout au niveau de la subdivision de ce que nous appelons des kilos. Ça va? Un denier égale 16 as. Voilà. Alors, je poursuis. Alors, je vais être un peu plus rapide maintenant, parce qu'on va quand même tout doucement vers la fin. Donc, stabilité au niveau de la parité pendant près de 4 siècles chez les Romains. Et alors, à l'époque de l'Empire romain, on va se trouver devant un problème surtout à l'époque du Bas-Empire, où il va falloir dévaluer la monnaie. Il va falloir dévaluer la monnaie. On va aussi la déprécier. Vous savez ce que ça veut dire déprécier, c'est-à-dire ajouter de plus en plus de métal vil par rapport au métal précieux. Autrement dit, à un moment donné, ces monnaies n'ont plus de valeur intrinsèque, elles sont de plus en plus des monnaies fiduciaires. Donc on doit faire confiance à l'institution émettrice, puisque si vous fondez vos pièces de monnaie et que vous voulez revendre le métal, eh bien, vous en aurez beaucoup moins que la valeur de la pièce de monnaie. Oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin, c'était implicite en tout cas dans mon explication, c'est que sur les pièces de monnaie dans l'Antiquité, vous n'avez pas d'indication de la valeur.
On sait que quand on a une drachme, hein, voilà quelle est sa parité par rapport aux mines, aux oboles et aux talents, mais il n'est marqué nulle part une drachme. Hein. Sur les as ou sur les deniers, il n'est marqué nulle part denier. On sait qu'une pièce en argent, hein, sur laquelle vous avez l'estampille d'un empereur, eh bien on sait que ça vaut autant, mais c'est pas marqué dessus. C'est pas marqué dessus, c'est pas nécessaire, puisque ce qui compte c'est le poids, c'est la loi et c'est l'estampillage. La valeur n'apparaît pas comme critère de la définition de la monnaie. C'est pas comme chez nous. Il n'y a pas de chiffre dessus. Il n'y a pas de chiffre. Il y en a eu un, je peux vous le dire quand même, à l'origine, ici, à l'époque où un denier valait 10 as, effectivement, je crois que c'était sur le revers des deniers, vous aviez un X, en fait, c'est pas le X, hein, en fait, ça correspond à quoi le X? C'est simplement le 10 romain. Mais dans ce cas-là, oui, précisément, mais pour le reste, il n'y a pas d'indication. Ça va? Alors maintenant, comment... Oui, alors je poursuis. À l'époque du Bas-Empire romain, Constantin, à un moment donné, dit pense qu'il faut repenser complètement le système monétaire et il va inventer de nouvelles monnaies qui auront une valeur d'ailleurs définitive dans l'Empire. Et c'est de l'époque de Constantin. Vous voyez quand situe Constantin? Constantin, il vous rappelle son édit de tolérance pour les chrétiens, celui qui promulgue avec Licinius, ce qu'on appelle l'édit de Milan, date de 313. Hein. Eh bien, Constantin, donc, dans la première moitié, ou même le premier tiers du IVe siècle, va inventer le sou, le solidus. Donc le solidus, S-O, attendez, je l'ai écrit au tableau, le solidus, je l'écris ici, mais on ne dira pas grand-chose. On pourra? Oui, donc le solidus. Et le solidus, qui lui est en or, et qui était destiné à être une monnaie durable. D'où le mot solidus. Solidus, ça veut dire solide. Une monnaie reconnue par tous. Une monnaie solide, durable, a donné le mot sou. Alors qu'à notre époque, quand on dit des sous, les sous c'est plutôt de la petite monnaie. Mais à l'époque, au contraire, le solidus, c'est une monnaie qui vaut cher. C'est une monnaie en or. Ça va? D'ailleurs, vous savez que jusqu'à l'époque de la Révolution française, vous avez peut-être entendu, peut-être dans des films ou quoi, on parle de sol. Ça vaut autant de sols. 5 livres, 3 sols. Ben, les sols, ce sont des sous. En fait, rien d'autre que ça. Parce qu'un sou, dans le vocabulaire, en tout cas avant la Deuxième Guerre mondiale, un sou c'était 5 centimes en fait. Hein. Donc c'était plus grand-chose du tout. Voilà. Alors vous voyez ce qui est intéressant. On a vu des équivalences de monnaie ici. Un talent égale 60 000 égale 6 000 drachmes égale 36 000 oboles. Ça va. Ici, on a vu qu'un denier égale, le denier est en argent, les drachmes sont en argent, les as sont en bronze, le solidus est en or. Ouais, ça va. Et ce système trimétallique qui existait à l'époque de l'Empire romain, où on utilisait du bronze, voire du cuivre d'ailleurs, pour la toute petite monnaie, du bronze, de l'argent et de l'or, à l'époque mérovingienne, eh bien, sera remplacé par un système bimétallique. À l'époque mérovingienne, pendant 250 ans, en gros, hein, pour vous donner le niveau des dates rondes, hein, de 500 à 750, ce sont des dates approximatives, en fait 481 pour Clovis et 751 pour l'accession des Pépinides à l'Empire, à la royauté d'abord, hein, en tout cas l'accession au pouvoir des Carolingiens, parce que l'Empire est en 800, comme vous savez, avec Charlemagne, le fils de Pépin le Bref. Et donc, pendant cette époque mérovingienne, il y a deux métaux qui sont utilisés pour la monnaie.
c'est donc l'or et l'argent. Et à partir de Charlemagne, il y a une nouvelle réforme monétaire et on ne va plus utiliser que l'argent. Donc on passe à un système trimétallique dans l'Empire, bas Empire romain, à un système bimétallique à l'époque mérovingienne, donc la première phase de l'histoire des francs, à un système monométallique avec les carolingiens. Et alors là, on aura le système qu'on étudiera ensemble l'an prochain, c'est-à-dire une livre égale 20 sous égale 240 deniers. Alors, seul le denier est une monnaie réelle, en argent. Les sous et les livres n'existent comme monnaie, uniquement monnaie de compte. Donc, vous ne pouvez pas avoir une livre ou un sou en main, vous ne pouvez avoir que des deniers en main. Ça va? Donc, ici, on voit que 1 sou égale 12 deniers. Vous êtes bien d'accord? Donc, ici, ce sont les seules monnaies réelles. Donc, on est passé d'un système où il y avait 3 métaux utilisés, voire 4 éventuellement quand il y a le cuivre, à un système où il n'y en a plus qu'un à l'époque carolingienne. Et ce système-là a fonctionné jusqu'il y a 40 ans en Angleterre, bien que l'Angleterre n'ait jamais fait partie de l'Empire carolingien. Et c'est comme ça que quand on allait en Angleterre, c'était une histoire de fou, ils étaient avec leur machine à calculer, et ce n'était pas un système décimal, c'était un système à la fois vigésimal, puisque c'est un système mal, ou sexagésimal, enfin c'est un système, ou comment on dit? Duodécimal. Duodécimal. Vous voyez, c'est un système compliqué qui rend des machines à calculer incroyables. Maintenant, c'est facile, une livre égale 100 pence. Tandis qu'avant, il fallait diviser par le système. C'était un système comme le système carolingien. Vous imaginez, c'était très compliqué. Il y avait des guinées en plus ça. C'était un peu plus qu'une livre, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Alors maintenant, pour aller tout à fait au bout, je vais peut-être encore vous donner pour le système de datation. Alors, je vais l'écrire ici, donc 4, pour dater maintenant. Alors, pour dater, datation, c'est pas toujours simple pour dater. Parce que, ou bien vous avez une chance inouïe. C'est par exemple lorsque Corinthe est détruite et pillée par les Romains, en 146 avant Jésus-Christ. C'est le cas de Carthage aussi, par exemple, la même année. Ou, c'est en 79, quand c'est le moment d'éruption du Vésuve, Herculanum et Pompéi, recouverts par les cendres. Or, dans ce cas-là, on sait que les trésors, toutes les pièces de monnaie que l'on trouve, datent précisément, étaient en circulation en tout cas, étaient en circulation au moment de l'éruption du Vésuve. Donc là, on peut dire, tout ce qui est là date de 79. À Corinthe, tout ce qui est là, tout est en circulation en 146. Mais pour l'Antiquité, la plupart du temps, pensez bien, quand on trouve un trésor, il n'y a pas une petite fiche où il est marqué telle année. Donc il faut pouvoir, on doit faire des spéculations, donc ce n'est pas aussi évident que ça. Mais vous pouvez avoir des moyens parce que, autant je vous ai dit que la valeur n'est pas indiquée, vous pouvez avoir quand même des indications liées à l'estampille elle-même. Si vous prenez le cas, si vous avez ceci, je vais l'écrire de l'autre côté. Si vous avez ceci. Ou si vous avez ceci. Puis quelque chose après, évidemment. Eh bien, donc je vous donne la translittération, mais enfin c'est du grec, donc c'est quasiment du français. Ceci c'est épi. Vous vous souvenez, donc c'est epsilon, pi, iota. Puis alors vous avez un deuxième mot à côté qui est sigma, tau, rho. Donc je l'écris en écriture latine, épistre. Et ici vous avez epsilon, pi, iota, alpha, rho, pi. Donc ça devient épi. Eh bien, on sait que c'est
à l'époque de la stratégie de tel monsieur, ou à l'époque de l'art comptable de tel monsieur. Donc si vous avez à côté de ces signes-là un nom, ben on sait que la pièce de monnaie a été mise à l'époque où un tel était stratège, par exemple Périclès, ou un tel était archonte. Et donc en recoupant avec d'autres sources, on peut savoir la date d'émission au moins approximative, parce que n'oubliez pas que les stratégies et l'art comptable à Athènes, pas seulement à Athènes, c'était une charge annuelle, donc on peut dater à l'année près. Ça va. Évidemment, Périclès, lui, il a été stratège plusieurs fois. Enfin, c'est pas toujours le cas. Bon. Je vais très rapidement conclure, d'autant plus qu'il est l'heure. Hein. Donc, vous avez vu l'intérêt qu'il y a à avoir des notions de numismatique. Moi-même, je ne suis pas numismate, hein, je ne suis pas du tout spécialiste de collection de pièces de monnaie. Mais vous voyez que pour celui qui travaille sur l'Antiquité grecque ou romaine, et si vous travaillez en particulier avec vos élèves en secondaire, ça vaudrait peut-être la peine de leur montrer justement sous forme d'exercice hein, des pièces de monnaie, des droits ou des revers, avec un petit exercice 1 d'observation et 2 de déduction. Vous devriez évidemment leur donner un certain nombre d'informations. Par exemple, ici, pour la datation, vous leur donnez par exemple le nom de certains stratèges avec les dates, et vous mettez le nom du stratège qui apparaît sur la pièce de monnaie, à eux de retrouver les bonnes dates. Par exemple, on retrouve au même endroit dans un trésor des pièces de monnaie qui ont comme indication à l'époque de tel stratège ou à l'époque de tel archonte, et on peut peut-être leur demander dater le trésor dans le cadre d'une fourchette. Ils peuvent faire ça, vous savez, c'est pas un calcul infernal, ils font des choses qui sont beaucoup plus compliquées en mathématiques en tout cas. Hein. Alors, ici, vous pouvez leur faire aussi des petits exercices de conversion, hein, pourquoi pas, et leur montrer tout l'intérêt qu'il y a justement à étudier les pièces de monnaie pour comprendre l'histoire économique. Que si on trouve des trésors, je ne sais pas, un certain nombre de drachmes venant d'Athènes du IVe siècle avant Jésus-Christ en Espagne, c'est qu'inévitablement il y avait des échanges à ce moment-là. Donc par déduction, vous voyez, il y a moins de faire il faudrait concevoir, on pourrait peut-être faire cet exercice-là l'an prochain, ensemble, ou même la semaine prochaine, si vous êtes courageux, hein, essayer de concevoir des exercices à partir de la numismatique et à partir de certaines représentations de pièces de monnaie. Je crois que ça peut être très très amusant pour les élèves. Hein. Voilà, j'ai dit.